Eh bien, merci d'être venus nombreux pour l'ouverture de ce cycle de conférences. Avant toute chose, il faut que je corrige une petite erreur sur la feuille que je vous ai distribuée à l'entrée, une petite erreur de numérotation que les plus sagaces parmi vous auront peut-être repérée, puisque texte 1, texte 2, ça va, mais après, il faut renuméroter, c'est texte 3, texte 4, texte 5, texte 6, texte 7, texte 8. Voilà. Donc, je suis là devant vous pour vous parler d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle John Dewey. Donc, John Dewey, c'est un auteur américain qui est un peu un continent à lui tout seul, qui a écrit sur une très longue période. Il est né au milieu du 19e siècle, il est décédé au milieu du 20e siècle, d'accord, et donc il a voilà, une cinquantaine d'œuvres complètes à son actif. C'est très impressionnant à voir dans une bibliothèque. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit sur beaucoup de sujets, qui a eu une activité politique importante, qui a vraiment été voilà, un poumon de la vie intellectuelle américaine pendant assez longtemps, et qu'on rattache à la tradition qu'on qualifie de pragmatiste en philosophie, sachant que c'est pas nécessairement comme cela que John Dewey se définirait lui-même en priorité. Mais voilà, on ne va pas forcément rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Donc je suis là pour vous parler en particulier d'un livre, L'art comme expérience, paru en 1934, et qui constitue une entreprise assez monumentale en philosophie de l'art, assez ambitieuse, même très ambitieuse, puisque le projet de Dewey, c'est ni plus ni moins que d'émanciper l'art de lui-même. D'accord ? Ce que cherche à faire Dewey dans ce livre, c'est à faire en sorte que l'art sorte de là où on l'enferme, de décloisonner l'art de ce qu'on ne qualifie pas spontanément comme artistique ou comme esthétique, de façon à faire bénéficier de la vie elle-même, de la vitalité des démarches artistiques, mais aussi bien sûr à démocratiser l'art. On verra en quel sens est-ce qu'on peut entendre cette expression. Alors, avant toute chose, il faut peut-être que je dise quelque chose, c'est que pour John Dewey, la philosophie, c'est pas d'abord et avant tout, enfin, se donne pas d'abord et avant tout comme objectif la connaissance. John Dewey est quelqu'un qui a une conception instrumentaliste de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance, pour lui, c'est un ensemble d'outils, d'instruments, qui permettent d'apporter des modifications au réel. D'accord? Donc pour lui, la philosophie de l'art, elle n'est pas nécessairement là pour définir ce que c'est que l'art. D'accord? Alors ça peut paraître étonnant pour un philosophe, puisqu'en général, on part du principe que la philosophie est là pour dire ce qui est, pour définir ce qui est artistique, en l'opposant à ce qui ne l'est pas, etc. Pour Dewey, pas du tout. Le rôle d'une philosophie, et d'une philosophie de l'art en particulier, ça doit être de chercher à améliorer nos expériences artistiques, à améliorer notre expérience du beau, même si l'art ne se limite pas au beau pour John Dewey. Donc, une philosophie de l'art, pour Dewey, doit nous permettre de faire de meilleures œuvres d'art et doit permettre aussi aux spectateurs d'être à même de mieux percevoir ce qui est artistique, ce qui est esthétique dans la vie elle-même. Vous voyez, John Dewey, dans un texte de 1927, Philosophy and Civilization, n'hésite pas à dire que le philosophe peut être comparé à une sorte de prophète, d'accord ? Il est là pour chercher à opérer la jonction entre les problèmes du présent
et les nécessités de l'avenir. D'accord ? Donc on ne trouvera pas dans cette œuvre une définition très précise de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Or, la philosophie de l'art au XXe siècle s'est beaucoup échiné à à essayer de donner un critère de ce qui est artistique, à essayer de définir ce qui est artistique. C'est pas le problème de Dewey, d'accord ? Tout simplement parce que c'est pas sa conception de la philosophie, c'est pas sa conception de la connaissance. Donc, ce que j'aimerais arriver à vous faire comprendre, ce sera mon point principal, c'est que, en fait, ce titre, l'art comme expérience, il doit pouvoir se lire en fait dans les deux sens. Un petit peu, il doit pouvoir être renversé, inversé, puisque Dewey nous indique que nous aurions tout à gagner à penser l'art non pas en termes de produits, d'objets, mais plutôt en termes d'expérience, mais que inversement, nous aurions tout intérêt à penser l'expérience en termes artistiques. Donc c'est voilà, une démarche qui n'est pas peu ambitieuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Par conséquent, ce n'est pas un livre qui porte exclusivement sur l'art, au sens où nous on l'entend. C'est un livre qui porte sur la vie, et c'est un livre aussi qui porte sur, je crois, le bonheur, ce que c'est que de vivre une expérience, sous-entendu une expérience réussie, une expérience accomplie, et dont pourrait être faite une vie épanouie, une existence épanouie. Donc voilà pour l'objectif de l'ouvrage. Alors, je dis quelques mots sur la méthode qu'adopte John Dewey, puisque c'est quand même pas une méthode anodine. C'est une méthode qu'on peut qualifier de naturaliste. Si vous ouvrez le livre, et je vous engage à le faire un jour, vous voyez, le chapitre premier s'intitule « L'être vivant ». Donc on a un livre sur l'art qui semble commencer comme un livre de biologie, d'accord ? Effectivement, c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on peut appeler le naturalisme de Dewey, qui consiste à réinscrire, à chercher à réinscrire les phénomènes typiquement humains dans leur contexte vital, biologique et social. Et donc, cette méthode naturaliste, elle consiste tout simplement, pour Dewey, à expliquer tout ce qui est humain à partir de la nature et de la nature seulement. D'accord ? En ne faisant pas d'hypothèses spiritualistes, par exemple, comme il a été beaucoup fait en philosophie de l'art. On a pu, par exemple, rattacher la capacité artistique de l'être humain à sa conscience, qui le distinguerait des animaux, etc. D'accord ? Donc, ce qui intéresse Dewey, c'est de chercher à comprendre l'art, les comportements artistiques de l'être humain, sa sensibilité esthétique, à partir de la réinscription de l'organisme dans ses interactions avec l'environnement. D'accord ? Et donc, en ce sens, John Dewey cherche quelque part à être fidèle un petit peu à l'esprit plus qu'à la lettre du darwinisme, d'accord, tout en le modifiant passablement, mais c'est vraiment une inspiration très profonde pour lui. Donc, pourquoi ce projet naturaliste appliqué à l'art ? Quels peuvent être les avantages de ce projet ? Alors, premièrement, c'est un avantage épistémologique, un avantage en termes de connaissances, puisque pour Dewey, on comprend quelque chose seulement lorsque on parvient à le faire dépendre de conditions qui permettent d'expliquer son apparition. Je vous donne une citation qu'on trouve au début de l'ouvrage. C'est le début du texte 2 que vous avez avec vous. Donc, il s'agit de restaurer cette continuité entre ces formes raffinées et plus intenses de l'expérience, que sont les œuvres d'art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus
comme des éléments constitutifs de l'expérience, les sommets des montagnes ne flottent pas dans le ciel sans aucun support. On ne peut pas non plus dire qu'ils sont tout simplement posés sur la Terre. Ils sont la Terre même, dans un de ces modes de fonctionnement visibles. D'accord? Donc, ici, la métaphore de la montagne, elle permet, si vous voulez, d'essayer de faire comprendre que l'art, qui est une des manifestations les plus exceptionnelles de l'esprit humain, trouve néanmoins ces facteurs explicatifs, ces conditions dans des interactions organiques, instinctives avec l'environnement, même si l'art ne s'y réduit pas. Hein. Le naturalisme de Dewey n'est pas un réductionnisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que le pan qui fait la queue pour séduire sa partenaire, c'est exactement la même chose qu'une œuvre d'art faite par un être humain. Il s'agit au contraire pour Dewey de chercher à expliquer comment la complexité de l'art humain émerge progressivement à partir des interactions entre l'organisme, la complexité de l'organisme humain et son environnement. Voilà. Deuxième avantage du naturalisme, c'est que ce naturalisme permet de mieux comprendre, de gagner en interprétation dans notre compréhension des œuvres d'art. Ainsi, dans le chapitre 1, Dewey rappelle que l'existence de l'être vivant est ponctuée d'un rythme, de rythme, où l'être vivant est sans cesse ballotté entre des phases d'accord avec son environnement, comme lorsqu'il trouve à manger par exemple, et des phases de désaccord, de souffrance, d'accord ? Et quelque part, Dewey estime que la structure des œuvres d'art, l'organisation des énergies qu'on peut retrouver dans une œuvre d'art, eh bien, sont l'aboutissement, sont un prolongement de cette interaction que tout être vivant peut avoir avec son environnement. Et puis troisièmement, la perspective naturaliste, elle a des implications de nature plus politique, puisque l'inverse du naturalisme, qui serait le spiritualisme, hein, qui attribue à l'art, qui fait dépendre l'art d'une faculté spirituelle, qui serait distinctivement humaine, pour Dewey, eh bien, elle exprime sur un plan théorique la division de la société entre des professions intellectuelles qui s'arrogent le monopole de la création et de l'interprétation des œuvres, et les autres, les autres classes sociales, qui ne sauraient en saisir la substance spirituelle. D'accord ? Et donc, le naturalisme de Dewey, il cherche quelque part à faire, pour ainsi dire, reposer l'art sur ses bases sensibles, d'accord, de façon à ce que chacun puisse se l'approprier et qu'il ne soit pas le monopole d'une élite culturelle ou intellectuelle qui pourrait se l'approprier. C'est-à-dire, c'est pas parce que un concert de rock peut susciter une intense participation physique de l'auditoire, des spectateurs qui sont en fait des acteurs. C'est pas pour cela que le concert de rock serait moins de l'art qu'une œuvre qu'on pourrait qualifier de plus spirituelle, ou comme étant une manifestation plus spirituelle de l'être humain. Voilà, donc j'en dis pas plus sur la méthode, puisque ça nous amène à des considérations un peu techniques sur la philosophie du oui. Et j'en viens au problème qui se pose à Dewey,
lorsqu'il aborde cette thématique de l'art. Et c'est une dimension importante, hein, les problèmes de l'art, puisque pour Dewey, ce qui nous fait penser, c'est le fait d'être confronté à des problèmes. D'accord ? Et donc la pensée, elle est d'abord là pour nous permettre de résoudre des problèmes en faisant des hypothèses, etc. Donc le premier problème, c'est le texte 1 que vous avez sur votre feuille. C'est le problème qu'on pourrait appeler le problème de la réification de l'art. Alors, quelle est la nature de ce problème? C'est de penser que finalement, si les œuvres sont artistiques, s'il y a des œuvres d'art, ce serait en vertu de propriétés objectives de ces œuvres. D'accord ? Et donc finalement, l'art serait dans les œuvres elles-mêmes. D'accord ? C'est ça ce qu'on peut appeler le problème de la réification de l'art. Or, pour Dewey, c'est tout l'inverse. Ce qui fait l'œuvre d'art, ce ne sont pas des propriétés objectives de l'objet, ce sont au contraire certaines relations que l'artiste entretient avec sa création et que le public entretient avec ce qu'il voit. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre d'art indépendamment du rapport à l'art, en gros, si on peut le dire ainsi. Donc, ce à quoi s'oppose Dewey, dès l'entrée du livre, c'est à la fétichisation de l'œuvre d'art, d'accord, qui en fait une sorte d'objet quasi sacré, qui, pour être apprécié, supposerait de se mettre dans un état extatique, proche en fait d'un état d'adoration religieuse. Hein. Bon, je vais me permettre d'illustrer ce problème avec une scène culte du film Intouchable, que vous avez peut-être vu. Bon, donc en 2011, de Nakache et Toledano. Et donc vous avez cette scène culte qui se finit par le fameux pas de bras, pas de chocolat, hein, bon, qui est situé dans une galerie d'art, et où vous avez Philippe qui contemple un tableau blanc parsemé d'une giclure de peinture rouge vif, sous les moqueries de Driss, hein, qui s'occupe de lui, et qui se clôt donc sur le fameux pas de bras, pas de chocolat. Et donc cette scène, dont j'espère que vous vous rappelez, selon moi résume bien l'alternative un peu stérile qu'implique cette compréhension strictement objectuelle de l'art, qui réduit l'art à des propriétés objectives, puisqu'en gros, soit on est en mesure, comme Philippe, de déchiffrer l'œuvre, hein, parce que l'on en maîtriserait les conventions, ce qui autoriserait alors l'accès à une forme d'extase contemplative, qui serait réservée à quelques initiés, hein, donc une forme d'ésotérisme liée à l'œuvre d'art, en faisant un objet, une sorte d'objet transcendant, doté de pouvoirs mystérieux, capable comme ça de susciter un état second chez celui qui la regarde, soit on serait condamné, comme Driss, à être incapable d'interpréter la teneur artistique de l'œuvre en ne voyant en elle qu'une supercherie de plus à démystifier, hein, je reprends ces mots, moi pour 50 €, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. D'accord ? Donc on a deux écueils comme cela. Premier écueil, celui de l'ésotérisme, d'accord, et l'autre écueil qui est celui du prosaïsme, alors, le fait, l'indifférence dans laquelle on peut tenir l'art, qui est celle de Driss dans le film. Donc voilà, on peut essayer de reformuler ainsi le problème qui est celui de Dewey au tout début du livre, hein, à quelles conditions élaborer une théorie de l'art qui permette d'éviter ce double écueil, hein, l'ésotérisme et le prosaïsme, de façon à mieux comprendre l'art. Deuxième problème que se pose Dewey, alors c'est notamment c'est un problème qu'il a rendu célèbre. Quand on pense à Dewey et à l'art, on pense souvent à ce point précis, c'est son problème avec les musées. C'est-à-dire que Dewey critique ce qu'on appelle la conception muséale de l'art, d'accord,
Et on va essayer alors rapidement de comprendre quel est le sens de son opposition à cette conception. Et donc c'est le texte, que je vous ai mis le texte, oui c'est le texte 3. Donc les arts qui ont aujourd'hui la plus grande vitalité pour l'homme ordinaire sont des choses qu'il ne considère pas comme des formes d'art. Par exemple, le cinéma, le jazz, la bande dessinée et trop souvent des articles dans les journaux relatant des liaisons extra-conjugales, des meurtres et des exploits commis par des bandes. Car lorsque ce qu'il connaît sous le nom d'art se trouve relégué dans des musées, l'élan irrépressible qui l'entraîne vers des expériences en elles-mêmes agréables trouve un exutoire dans les seuls objets que lui offre son environnement quotidien. En gros, ce que dit Dewey, c'est que à partir du moment où une œuvre est mise dans un musée, elle suscite l'indifférence du grand nombre, du public dans son ensemble, et qu'il y a quelque chose ici à comprendre, il y a une énigme à comprendre. Bon, voilà, peut-être que Dewey exagère un petit peu, mais Dewey n'a pas tout à fait tort non plus. Hein, ici, un collègue de philo avec qui j'ai travaillé, et c'est vrai que parfois, lorsqu'on emmène certaines thèses dans des musées, on est parfois un petit peu surpris, étonné, quand on ne prépare pas forcément très bien la sortie, on peut être parfois surpris, étonné de leur indifférence à l'égard de ce à quoi nous attachons une importance, une valeur. Donc il s'agit de comprendre cet étonnement. Alors, pour lui, qu'est-ce qui justifie son opposition au musée? C'est que pour lui, l'art ne prend tout son sens qu'inséré dans le riche et dense faisceau d'interaction de la vie sociale. D'accord ? En les extrayant de leur milieu qui les ont vus naître, les œuvres d'art, les musées couperaient les œuvres d'art de leurs racines, qui en ont pourtant alimenté l'émergence. La métaphore horticole est d'ailleurs reprise par Dewey. Donc là, je vous demande de revenir au texte 2, le deuxième paragraphe du texte 2. Vous voyez, il est tout à fait possible d'apprécier les formes colorées et les parfums délicats des fleurs sans avoir aucune connaissance théorique sur les plantes. Mais si l'on entreprend de comprendre la floraison des plantes, on doit alors se renseigner sur les interactions entre le sol, l'air, l'eau et le soleil qui conditionnent la croissance des plantes. D'accord ? Donc, quelque part, qu'est-ce que feraient les musées? Les musées iraient comme ça prélever des œuvres qui ont émergé dans des contextes sociaux riches et les coupant ainsi de leur lieu d'émergence, de leur site qui les ont vus naître, elles contribueraient certes à les exposer avec éclat, mais à les rendre incompréhensibles. D'accord ? Donc les musées fonctionneraient un petit peu à la manière d'un écran, lumineux, éclatant, mais d'un écran malgré tout qui empêcherait une compréhension véritable de l'œuvre. Il prend l'exemple du temple du Parthénon à Athènes, hein, qui est une œuvre architecturale qui a le mérite, qui présente l'avantage de ne pas pouvoir être déplacé aisément de son site, et dont on ne saurait apprécier le sens, indépendamment de la compréhension des conditions sociales de la vie des Athéniens du 5e siècle, notamment d'une vie civique riche, intense, qui se concrétise dans le culte rendu à Athéna. D'accord ? Donc l'art émerge dans des contextes sociaux, pour Dewey, et c'est ces contextes non artistiques, non directement artistiques, qui permettent de comprendre ce qui fait la richesse d'une œuvre. Là où les musées, au contraire, ont parfois tendance à couper les œuvres de leur terreau de naissance. Donc, les musées sont pour Dewey une sorte de symptôme, symptôme d'un problème civilisationnel. D'accord ? Quels sont ces symptômes? C'est le symptôme, pour le dire schématiquement, du divorce entre l'art et l'ensemble de la vie collective. D'accord ? C'est-à-dire que plus on a de musées, moins on a d'art dans la vie.
D'accord ? C'est-à-dire, plus on a des lieux d'art, plus on a un monde de l'art qui s'autonomise, moins la vie est belle, voilà, pour le dire de façon assez schématique. D'accord ? Donc, de quoi les musées sont-ils le symptôme ? Eh bien, c'est de la captation par une élite économique du pouvoir symbolique associé aux œuvres. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une sorte de corrélation entre la montée du capitalisme et l'autonomisation d'un monde de l'art la classe bourgeoise va progressivement utiliser la valeur symbolique associée aux œuvres d'art comme un moyen de légitimer sa domination sociale. Donc, troisième problème, hein, l'autonomisation du monde de l'art, dont les musées sont un symptôme. Dewey n'hésite pas à mettre en rapport la montée du nationalisme, de l'impérialisme et de l'autonomisation croissante du monde de l'art. Il dit, par exemple, page 37, « La plupart des musées européens sont, entre autres choses, des monuments rappelant la montée du nationalisme et de l'impérialisme. Chaque capitale se doit de posséder son propre musée de peinture, de sculpture, etc., consacré en partie à l'exposition des trésors amassés par ces monarques successifs, lors de la conquête d'autres nations, comme par exemple les butins rapportés par Napoléon et accumulés au Louvre. Ces musées témoignent du lien qui existe entre l'isolement de l'art à l'époque moderne et le nationalisme et le militarisme. » Donc un premier facteur qui est un facteur politique, puisque vous avez une sorte de captation de la puissance symbolique, de la puissance d'évocation des œuvres d'art par l'État. Et donc on pourrait voir dans ce passage de Dewey un allié potentiel dans les démarches de restitution d'œuvres qui ont été pillées. Hein, on peut penser aux frises du Parthénon qui, elles, ne sont pas restées à Athènes, mais qui sont bien exposées aujourd'hui au British Museum. L'autre grand facteur d'autonomisation de l'art, j'en ai déjà parlé, c'est la montée du capitalisme et l'ascension d'une classe sociale qui est la bourgeoisie. Hein. Vous voyez, il dit par exemple, page 38, que le collectionneur typique et le capitaliste typique ne font qu'un. D'accord ? Pas forcément besoin de faire de parallèle avec l'actualité avec l'actualité du monde de l'art aujourd'hui, hein, où vous avez de riches milliardaires qui ont un rôle hyperactif dans le marché de l'art, dans le monde de l'art. Et donc effectivement, l'art est ici instrumentalisé de manière à légitimer sur un plan symbolique une domination économique. Voilà, donc ce que trouve déplorable ici Dewey, c'est vraiment cette appropriation par une élite de l'art, c'est cette trivialisation, cette marchandisation de l'art qu'il estime préjudiciable à son appropriation par le grand nombre. Voilà, alors, quatrième problème, c'est le problème de la prolétarisation du monde du travail, d'accord, et d'un affaiblissement esthétique de la civilisation industrielle en général, d'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'agit de penser ensemble l'émergence d'un monde de l'art autonomisé, des musées, et de l'autre côté, l'affaiblissement esthétique, l'enlaidissement de la vie ordinaire. Ainsi, ce que Dewey déplore, c'est cette compartimentation, hiérarchisation de l'existence sociale entre des domaines qui seraient plus spirituels, des domaines qui seraient plus techniques, plus matériels, plus prosaïques, qui auraient moins à voir avec la manifestation du génie, de l'esprit humain. Vous voyez, par exemple, page 21, l'existence est compartimentée et ces compartiments institutionnalisés sont classés selon une échelle de valeurs profanes ou spirituelles, matérielles ou idéales.
Puisque la religion, la morale, la politique, les affaires possèdent leur propre compartiment, au sein duquel il est bon qu'elles demeurent, l'art, lui aussi, doit avoir son propre domaine privé et réservé. La division en compartiments des occupations et des intérêts engendre la séparation entre ce mode d'activité communément qualifié de pratique et la vision propre de l'artiste, entre l'imagination et l'exécution, entre l'objectif signifiant et la façon proprement dite, entre l'émotion et d'autre part la pensée et l'action. Chacune de ces choses a elle aussi sa propre place dans laquelle elle doit se maintenir. Ceux qui rédigent l'anatomie de l'expérience supposent alors que ces divisions sont inhérentes à la constitution même de la nature humaine. D'accord ? Donc, cette compartimentation de l'existence sociale, en fait, pour Dewey, elle reflète une hiérarchie, des hiérarchies sociales qui s'expriment dans des hiérarchies de valeurs, d'accord ? Entre ce qui est simplement technique, ce qui est simplement utile, et l'enseignement, et ce qui est artistique, ce qui est spirituel, ce qui a à voir donc avec la manifestation de l'esprit humain. Et donc cette compartimentation, pour Dewey, elle est purement arbitraire, et il ne faudrait surtout pas la prendre comme point de départ pour une théorie de l'art. Il faut au contraire chercher à la déconstruire avant de reconstruire ce que nous devons entendre par art. Donc Dewey estime que peut-être le point le plus dramatique, c'est l'industrialisation, c'est la mécanisation de la plupart des pans de l'économie des pays capitalistes, puisque les ouvriers sont peu à peu dépossédés de leur savoir-faire, sont dépossédés jusque de la propriété qu'ils ont sur leurs outils. Ils ne font que louer leur force de travail sur une chaîne de montage. Et donc ce qui se passe, c'est que la part qui revient à l'artisanat proprement dit dans l'économie, au XXe siècle, entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, se marginalise, d'accord ? Devient vraiment quantité négligeable. Or, c'est précisément par l'artisanat que la plupart des hommes expriment leur capacité artistique, leur capacité esthétique, selon Dewey, on y reviendra plus tard. D'accord ? Donc, la conséquence de tout cela, c'est que cette marginalisation de l'artisanat, qui a toujours été méprisée, mais qui en plus occupe désormais une portion congrue dans la marge de l'économie, alors même qu'elle est la source peut-être la plus praticable pour l'expérience esthétique la plus partagée, eh bien, elle a pour conséquence que l'art, en fait, devient une sorte de supplément d'âme de la civilisation industrielle. D'accord ? Les musées, les artistes ont tendance, parce qu'ils sont coupés de la vie matérielle, de la vie économique des peuples, ont tendance finalement à être relégués dans une position de décor, Dewey a une expression frappante. Il dit, page 544, c'est dans le dernier chapitre du livre, « Tant que l'art sera le salon de beauté de la civilisation », c'est-à-dire le lieu où la civilisation se rachète un petit peu de sa propre laideur, donc tant que l'art sera le salon de beauté de la civilisation, ni l'art ni la civilisation ne seront en sûreté. C'est une citation assez forte. Pourquoi ni l'art ni la civilisation ne seront en sûreté ? Parce que l'art, d'un côté, sera compartimenté, sera réservé à une élite sociale et risque de susciter l'indifférence, voire même le mépris de la part du grand nombre. Et donc, l'art pourrait être mis en péril sur le long terme si il n'est plus affecté
de signification, de sens par le peuple. Et de l'autre côté, la civilisation ne sera pas en sûreté, car une civilisation laide, une civilisation qui se complaît dans un inesthétisme crasse pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de maximisation du profit, eh bien c'est une civilisation qui ne suscite pas chez la plupart des hommes d'attachement viscéral, d'attachement émotionnel fort que peuvent susciter les œuvres d'art. D'accord ? Un environnement urbain laid, c'est un environnement urbain qui provoque l'indifférence, voire le ressentiment, et qui, quelque part, la beauté, l'esthétique, c'est ce qui nous rattache de façon quelque part un peu viscérale au monde qu'on partage avec les autres. D'accord ? Donc, pour Dewey, cette évaporation de l'esthétique en dehors du quotidien, c'est une question politique et sociale cruciale qu'il s'agit de traiter. Vous voyez, par exemple, dans un texte de 1929, donc avant l'art comme expérience, c'est le texte 4 que vous avez sur votre feuille, donc un texte qui s'appelle Individualism Old and New. Lui, il me semble dire des choses intéressantes. Hein. Il dit « Rien ne semble plus puéril et futile, par exemple, que la tentative d'apporter l'art et le plaisir esthétique aux masses de gens qui travaillent par ailleurs dans des environnements hideux et ne quittent leurs usines hideuses que pour rejoindre leurs rues déprimantes et manger, dormir et s'occuper de leurs tâches domestiques dans leurs maisons crasseuses et sordides. L'intérêt des plus jeunes pour l'art et l'esthétique est le signe favorable d'une croissance de la culture au sens étroit du terme. Mais cet intérêt pourrait aisément tenir lieu d'échappatoire s'il ne se développe pas aussi en direction des conditions qui déterminent l'environnement esthétique pour la masse des gens qui aujourd'hui vivent, travaillent et jouent dans des environnements qui forcément dégradent leur goût et inconsciemment les forment à désirer des choses bon marché et excitantes. Donc ici, Dewey, dans ce texte, oppose la culture au sens étroit, la culture du monde de l'art, hein, la culture compartimentée, à la culture au sens large, qui est la culture au sens de l'ensemble des valeurs du monde que l'on partage. Et donc, tout le problème de Dewey, c'est de faire en sorte que cette culture au sens large, qui est marquée par l'industrialisation, qui est marquée par le capitalisme, puisse à nouveau avoir du sens pour la plupart des hommes. D'accord ? Donc, un des grands problèmes de Dewey, c'est de faire en sorte que une nouvelle culture artistique émerge, non pas comme une sorte de décor, comme une sorte de façade venant dissimuler la civilisation industrielle et sa laideur, mais émerge à partir de la vie matérielle des pays industrialisés elles-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que comment faire en sorte que se développe une culture artistique en prise avec les moyens techniques industriels qui sont ceux que Dewey voit se développer à son époque. D'accord ? Donc comment faire en sorte que l'art ne soit pas un supplément d'âme que notre civilisation se donne, mais que l'art soit profondément intégré à la vie matérielle de notre société, à sa base économique, quelque part. Voilà. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Alors, je finis juste donc ce dernier problème en disant que Dewey, pour Dewey, vous voyez bien qu'il place l'exigence à un tel niveau qu'il n'en appelle ni moins qu'à une révolution. Hein, oui, c'est ce qu'il dit, page 549, hein, mais pas une révolution forcément politique, vous allez voir. La tâche d'un accomplissement par une révolution qui n'irait pas jusqu'à affecter l'imagination et les émotions de l'homme est impossible. Les valeurs qui conduisent à produire l'art et à en jouir de manière avisée doivent être intégrées dans le système des relations sociales.
Ce qui est vrai, c'est que l'art lui-même ne sera pas en sûreté dans les conditions modernes tant que la masse des hommes et des femmes qui accomplissent le travail utile au monde n'auront pas l'opportunité d'être libres de gérer le processus de production et ne seront pas largement dotés des moyens de jouir des fruits du travail collectif. Que la matière de l'art soit tirée de choses quelconques et que les produits de l'art soient accessibles à tous est une exigence au regard de laquelle le projet politique personnel de l'artiste est insignifiant. Donc, quelle est la révolution à laquelle appelle Dewey? Ce n'est pas une révolution dans les contenus, ce n'est pas un art révolutionnaire dans son intention. La révolution qu'appelle le Sèvres Dewey, c'est une réelle démocratisation de l'art. C'est-à-dire que chacun, dans son travail, ait quelque part la marge de manœuvre nécessaire pour mettre son imagination en prise avec ses réalisations concrètes tout au long de la journée, d'accord ? Ce qui suppose évidemment une autre organisation du travail, d'accord ? Qui ne soit pas gouvernée par les exigences de productivité et de rentabilité, d'accord ? Donc oui, c'est une révolution qui passe par davantage de liberté individuelle plutôt que par un dirigisme idéologique. Alors, j'en viens maintenant à la théorie de l'art proprement dite de Dewey. On a esquissé un petit peu les problèmes qu'il se posait. Et donc, voyons un petit peu à quoi ressemble, dans les grandes lignes, sa théorie de l'art. Alors, donc le premier point, c'est de revenir sur l'opposition traditionnelle entre art et technique. D'accord ? Dire que c'est quelque chose qu'on peut dire en cours de philosophie, ça m'arrive de le dire pour commencer un cours d'introduction. Bon, bah, on a souvent tendance à distinguer l'art de la technique. Hein. Parmi les produits artificiels, il y aurait deux sous-espèces. Il y aurait des choses qui servent à quelque chose, des choses qui sont utiles. Hein. Ce micro, là, il me sert à amplifier ma voix. Et puis, il y aurait des choses qui seraient des fins en soi, des choses que l'on regarderait pour elles-mêmes, qui finalement, ne seraient pas simplement des moyens pour autre chose, sur laquelle la perception glisse sans s'arrêter, mais au contraire, seraient des choses dignes d'une valeur intrinsèque, douées d'une valeur intrinsèque. Et ça, ce seraient les choses qu'on appellerait des œuvres d'art. Voilà. Donc c'est une distinction des choses artificielles, techniques, et puis les choses artificielles, artistiques, qui est quand même pas mal ancrée dans le sens commun. D'accord ? Pour Dewey, cette distinction est vraiment complètement arbitraire, ne tient pas la route. Hein. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout simplement, un poème peut servir à quelque chose d'autre qu'à sa propre contemplation. Oui, hein, quand vous lisez un poème, vous pouvez tout à fait être transporté en imagination vers la pensée de choses qui ne sont pas directement évoquées dans le poème. D'accord ? Donc, le poème peut servir à quelque chose d'autre qu'à être contemplé pour lui-même, sans néanmoins déchoir de son statut d'œuvre d'art. D'accord ? Et inversement, vous pouvez tout à fait contempler, percevoir esthétiquement une poterie, un vase qui a pu avoir une fonction, qui peut toujours en avoir, sans que cette poterie, ce vase, cesse néanmoins d'être utile. D'accord ? Donc, penser que l'art, ce serait les choses faites par l'être humain, mais qui seraient inutiles, bon, c'est une catégorie qui ne tient pas l'analyse. 30 secondes pour Dewey. Donc, vous voyez, ce que dit Dewey, c'est que la seule distinction fondamentale qui puisse être établie, ça, il dit ça dans un livre antérieur à l'art comme expérience, un livre qui s'appelle Expérience et Nature, un livre de 1925, et Dewey consacre l'avant-dernier chapitre de son livre à l'art. Et il dit dans ce livre que la seule distinction fondamentale qui puisse être établie,
et celle qui sépare l'art du mauvais art. Les choses qui respectent les conditions de l'art et celles qui ne le respectent pas. Une telle distinction s'applique aussi bien aux choses utiles qu'aux choses belles. La capacité d'offrir à la perception une signification dans laquelle se combinent l'accomplissement et l'efficacité peut être présente à des degrés divers et par des objets de divers types. Elle peut être tout à fait absente aussi bien d'une casserole que d'un poêle. Donc, ça veut dire quoi? Comment expliquer? Qu'est-ce que cela veut dire? Les choses qui respectent les conditions de l'art. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de délucider. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une chose qui respecterait les conditions de l'art et une chose qui ne les respecterait pas? C'est ça pour Dewey la distinction qu'il s'agit de travailler et de comprendre pour savoir ce qu'est artistique. D'accord? Alors, vous voyez, je vous donne tout de suite une clé de lecture, c'est que pour Dewey, en fait, il faut cesser de concevoir l'art comme un substantif. D'accord? L'art, c'est d'abord un adjectif pour lui. Il faut, on gagne dans notre compréhension de ce que c'est que l'art à comprendre d'abord ce qui est artistique. C'est-à-dire la qualité d'une démarche, la qualité d'un processus plutôt qu'un ensemble d'objets. D'accord? C'est ça pour Dewey la clé de notre compréhension un petit peu de l'art. Donc, qu'est-ce que c'est que les choses qui respectent les conditions de l'art? Alors, ça va être un peu plus technique là. Je vais essayer d'être clair et donner des exemples. Alors, qu'est-ce qui rend une pratique artistique, hein? Et donc pour Dewey, il faut se déshabituer à réserver la notion d'artistique à ce que nous appelons artistique. Hein? Il y a de l'artistique, si vous commencez à comprendre un petit peu, dans un travail libre et imaginatif, il y a de l'artistique dans le sport, il y a de l'artistique, d'accord? L'artistique, c'est une qualité adverbiale, si vous voulez, de certaines démarches humaines, d'accord, qui sont faites artistiquement, qui sont faites avec art, d'accord? Et donc, c'est quoi ce qui est artistique? Le critère de l'artistique, pour Dewey, ça réside dans l'intégration entre l'instrumental et le final. D'accord? Alors, je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux. C'est un peu le point central. C'est le texte 6. C'est le texte 6. Alors, il semblerait alors presque évident que la distinction entre l'instrumental et le final, adoptée par la tradition philosophique, qui y voit une solution, hein, il y aurait des choses qui serviraient à d'autres choses, et puis il y aurait des choses qui seraient admirées en elles-mêmes, l'instrumental et le final. Donc on voit communément cette distinction comme une solution nous permettant de classer les choses dans le domaine technique ou dans le domaine artistique. Et bien Dewey ne voit pas du tout cette distinction comme une solution, il y voit au contraire un problème. Voyez ? Et ce problème est si profond et si important qu'on peut dire qu'il est le problème de l'expérience. Car toutes les activités intelligentes de l'homme, qu'elles concernent la science, les beaux-arts ou les relations sociales, ont pour tâche de convertir les liens de causalité, les relations de succession, en une connexion entre des moyens et conséquences, donc en signification. L'achèvement de cette tâche donne lieu à l'art. Et l'art est tout ce qu'il y a de commun entre les fins et les moyens. Lorsque ce qu'on appelle les moyens restent externes et serviles, et que les prétendues fins sont des objets appréciés dont la capacité à produire ultérieurement des effets est inaperçue, ignorée ou niée, la situation est contraire à l'art et signale une limite de l'art. Une telle situation dénote un problème qui n'a pas été résolu, à savoir la conversion de relations physiques et brutes en connexion entre des significations qui sont caractéristiques des possibilités de la nature. Donc c'est un texte un peu technique, et on va, pour l'illustrer, faire un peu de maçonnerie régionale. Alors, je vais essayer de rendre ça un peu plus parlant. Donc, en gros, ce qu'on doit expliquer dans ce texte, c'est qu'est-ce que cela veut dire? La conversion des liens de causalité, les relations de succession, en une connexion entre des moyens et des conséquences. Vous voyez, Dewey nous dit, il y a démarche artistique, il y a un processus artistique quand on convertit des liens de causalité dans des
en une connexion entre des moyens et des conséquences. Donc quand on a un rapport entre une cause et un effet, qu'on arrive à la convertir par la pratique, par la technique, par une pratique intelligente, qu'on arrive à convertir cette relation de cause à effet entre deux choses en une relation de signification, en une relation entre moyens et conséquences. Donc je me permets de prendre l'exemple de l'architecture des maisons du Bas Dauphiné. Donc près de 90% du bâti, recensé en 1945, est constitué de terre crue à piser. Ça ne vous aura pas échappé. À partir des années 50, une pratique courante de rénovation de ces maisons a consisté à enduire leur façade au ciment. Moins coûteuse en main-d'œuvre qu'un enduit à la chaux, cette technique était censée bien protéger les murs en terre contre les précipitations en imperméabilisant les parois. D'accord ? Toutefois, ce procédé s'est révélé sur le long terme désastreux, comme vous le savez sûrement. En effet, l'humidité se trouve capturée par les murs, qui sont imperméabilisés, et ne peut s'évaporer à la faveur du redoux qui succède à la pluie, ou à un épisode de gel. Si les enduits ciment peuvent faire illusion des dizaines d'années, ils fragilisent pourtant le pisé, qui s'effrite insidieusement, parfois sur plusieurs dizaines de centimètres, derrière l'enduit. Donc on a là, me semble-t-il, une bonne illustration d'une technique qui se heurte à une limite, au sens de Dewey, qui ne satisfait pas parfaitement aux conditions de l'art. En effet, si la projection d'enduit ciment sur le pisé procède bien de la conception de relations de causalité, entre la pluie par exemple et la paroi en terre, qu'elle cherche à imperméabiliser, elle échoue à penser l'intégration entre le moyen utilisé, un enduit ciment sur un mur en terre, et la conséquence visée, la préservation du bâti. D'accord ? Donc on a bien une relation de cause à effet, mais on n'a pas une relation de moyen à conséquence, comme y aspire Dewey. L'enduit à la chaux est au contraire un véritable moyen, au sens fort que lui donne Dewey, dans la mesure où il est un matériau respirant qui entre en connexion véritable avec le matériau et la fin visée. On peut le dire ici, le moyen signifie la fin. C'est-à-dire qu'un véritable moyen, pour Dewey, c'est un moyen qui signifie déjà la fin à laquelle il sert. C'est quelque chose qui est partie prenante, intégrante de la fin qu'il cherche à consolider, à faire advenir. Et donc, vous avez ici un moyen qui possède cette dimension de sens. Le procédé technique est également artistique selon Dewey en ce qu'il révèle une possibilité de la nature. Vous voyez, une démarche réellement artistique, c'est une démarche qui vient révéler des possibilités de la nature qui n'étaient pas là à l'état naturel avant l'intervention de l'être humain. En l'occurrence ici, c'est celle de la terre, cette terre qui peut recevoir par un travail adéquat la propriété d'être solide, de construire les murs d'une maison et de tenir longtemps de façon à remplir sa fonction. Donc la distinction moyen-fin pour Dewey, elle n'est pas du tout rigide, d'accord ? Elle ne renvoie pas à des types de choses qui seraient d'espèces différentes. Elle est seulement fonctionnelle. Une même chose peut être vue alternativement comme instrumentale ou comme finale, d'accord, selon l'étape du processus où on l'envisage. Le moyen est un ingrédient essentiel à la fin qui permet de réaliser, sans quoi la fin ne serait pas ce qu'elle est. Donc il y a démarche artistique, on fait quelque chose artistiquement, dès lors qu'on pense en fait à l'intégration, à l'imbrication, à l'interpénétration des moyens et des fins, d'accord, où les moyens expriment le plus intimement possible les fins que l'on cherche à atteindre, et où finalement les fins elles-mêmes peuvent devenir ensuite des moyens pour d'autres constructions, d'autres assemblages, etc. Je prendrai un exemple peut-être un peu plus artistique, qui provient du monde de l'art lui-même. C'est la pièce qui est exposée à la Biennale de Lyon en ce moment, dans les usines Fagor, une pièce de Nicolas Dauban,
dont je reparlerai tout à l'heure un peu plus en détail, qui s'intitule « Je ne reconnais pas la compétence de votre tribunal ». D'accord ? Et Nicolas Debanne, c'est un artiste qui a longtemps travaillé comme professeur de dessin dans des prisons pour gagner sa vie. Et il a pris l'habitude, depuis ce temps-là, d'utiliser comme seul matériau de dessin la poudre de fer. Pourquoi la poudre de fer? Tout simplement parce que il n'imaginait pas représenter l'univers carcéral à travers un matériau qui ne serait pas comme le résidu même d'une tentative d'évasion. Vous voyez, avec l'idée que la poudre de fer, c'est ce que vient limer le prisonnier qui cherche à s'évader. D'accord ? Donc je pense que voilà, on peut comprendre aussi ce que veut dire Dewey par intégration des moyens et des fins, relation entre l'instrumental et le final, lorsqu'on s'intéresse à des œuvres d'art, où il y a une résonance intime entre les matériaux qui sont choisis, sélectionnés, et le sens, l'intention de l'artiste. Donc, pour Dewey, vraiment, l'artistique, c'est quelque part la catégorie la plus large sous laquelle placer l'agir humain. D'accord ? Il y a de l'artistique quand on joue au foot et que les membres d'une équipe se connaissent par cœur et se font des passes quasiment à l'aveugle, comme on dit, car ils savent exactement anticiper les déplacements à la fois de ses coéquipiers et de l'adversaire. Hein. Il y a de l'artistique dans une démarche scientifique. Hein, lorsque le protocole expérimental, le dispositif expérimental a été conçu, a été bricolé, créé de façon à tester l'hypothèse qu'on envisage. Il y a de l'artistique aussi en morale dans la vie, dans la vie morale. Lorsque l'accomplissement mutuel des obligations des membres d'une même famille, des membres d'une même société, eh bien, concourt étroitement au bien commun. D'accord ? Il y a de l'artistique dans le travail. Hein. Il devrait y avoir de l'artistique dans le travail lui-même. Et c'est ça, et c'est un point qui tient particulièrement à cœur à Dewey, puisque on touche ici à la base économique de la société. Et il n'hésite pas à dire, hein, dans les premières pages de l'art comme expérience, c'est page 33, le mécanicien intelligent impliqué dans son travail, cherchant à bien le faire et trouvant de la satisfaction dans son ouvrage, prenant soin de ses matériaux et de ses outils avec une véritable affection, est impliqué dans sa tâche à la manière d'un artiste. La différence entre ce travailleur et un autre, qui serait incompétent, inepte et négligent, est aussi importante dans l'atelier de l'ouvrier que dans celui de l'artiste. Il arrive souvent que ce que l'ouvrier produit ne stimule pas le sens esthétique de ceux qui l'utilisent. La plupart du temps, cependant, ceci n'est pas tant la faute de ce dernier que celle des conditions du marché pour lesquelles ce produit a été fait. Si les conditions et les opportunités étaient différentes, on produirait des objets aussi signifiants à nos yeux que ceux produits par les artisans d'autrefois. D'accord ? Donc si le travail ouvrier a pu perdre de son sens aux yeux même de ceux qui l'accomplissent, c'est pas en vertu de l'essence même du travail qui serait à distinguer de l'art, mais c'est en vertu de conditions sociales, économiques, extérieures qui pèsent, qui contraignent l'activité du travailleur et qui l'empêchent d'être l'activité épanouissante qu'elle devrait être pourtant être. Voilà, donc deuxième moment de la théorie de l'art. Donc là, on a analysé l'activité, hein, ce que c'est que l'activité artistique, pour Dewey, qui est une catégorie, donc j'espère que vous l'avez compris, inclusive, extrêmement large, qui cherche à englober les diverses facettes de l'action humaine, de l'agir humain. Et maintenant, on va s'intéresser, en fait, à ce même processus, mais en prenant pour point de départ non pas l'action, mais la perception. D'accord ? Souvent, on oppose l'artistique à l'esthétique, hein, et on pense que l'esthétique, c'est ce qui relève de la perception du beau, par exemple,
tandis que l'artistique, ce serait plutôt la création, la production. Bien, pour Dewey, cette distinction, elle est mal établie, et en réalité, on parle d'une même chose selon des points de vue différents. D'accord ? Et donc maintenant, on va aborder l'art du point de vue de l'esthétique. D'accord ? Alors, c'est un point particulièrement important du livre, puisque pour Dewey, il y a une dimension esthétique dans toutes nos expériences. C'est-à-dire que toutes nos expériences pourraient avoir une dimension esthétique. D'accord ? Alors, c'est pas parce qu'elles pourraient en avoir une qu'elles l'ont toutes forcément. D'accord ? Dewey voit deux écueils principaux en raison desquels souvent nos expériences ou des expériences qu'on va qualifier de ratées ou des expériences qu'on peut qualifier d'inabouties. Premier écueil, c'est l'activisme forcené. D'accord ? C'est-à-dire que c'est l'homme d'affaires qui agit de façon forcenée, un projet en chasse l'autre, d'accord ? De façon à ce que jamais il ne puisse apercevoir le sens de ce qu'il fait, d'accord ? Ou c'est l'activisme forcené d'une mère de famille ou d'un père de famille qui passe son temps à s'occuper de ses enfants, à courir à droite et à gauche, et qui finalement, parce qu'il est pris dans des tâches routinières, mécaniques, n'a plus le temps de vivre, au sens de n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'il fait, d'accord, de se retourner sur ce qu'il fait, d'accord. Et puis il y a l'autre écueil qui est ce qu'on pourrait appeler un excès de réceptivité, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un peu nonchalant et qui s'informerait beaucoup, par exemple, qui irait piocher ici ou là diverses informations, mais qui n'en ferait jamais rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sensibilité, pour lui, elle a besoin de se cristalliser dans une action qui lui donne son sens. D'accord ? On s'informe, on lit des livres, pour ensuite en faire quelque chose, pour ensuite écrire un discours, pour faire un cours, pour en parler avec quelqu'un. D'accord ? Donc c'est l'action, finalement, qui donne son sens aussi, à un moment donné, à la perception. D'accord ? Donc, deux écueils dans lesquels sont souvent prises nos expériences, qui n'en sont donc pas réellement des expériences, l'activisme forcené et puis un excès de réceptivité qui nous fait un petit peu, vivre en apesanteur sans réellement nous permettre de nous exprimer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept d'expérience qu'utilise Dewey, qui est central dans son œuvre, ça intervient au chapitre 3, vivre une expérience. Alors, en fait, c'est pas l'expérience, ce grand concept technique de la philosophie que mobilise Dewey, c'est plutôt un concept assez ordinaire, un concept assez, vous voyez, qu'on peut retrouver dans nos usages ordinaires, ce qu'il appelle un concept vital de l'expérience. Donc c'est le texte 7. L'expérience dans ce sens vital est définie par ces situations et ces épisodes que nous qualifions spontanément d'expériences réelles. Ces choses dont nous disons en nous les remémorant, ça, c'était une expérience. D'accord ? Par exemple, Dewey prend l'exemple, vous allez dans un restaurant gastronomique, vous avez vraiment eu la chance de déguster un repas extraordinaire, un alignement, une succession de plats qui s'enchaînaient les uns après les autres de façon harmonieuse, voilà. Et voilà, ça c'était une expérience qui contraste avec vos expériences ordinaires qui sont parfois un petit peu plus fades, voilà. On peut faire référence à quelque chose d'extrêmement important, une dispute avec une personne qui était auparavant un ami intime, une catastrophe évitée finalement de justesse, ou bien à quelque chose qui était en comparaison insignifiant, et dont l'insignifiance même illustre d'autant mieux ce que c'est que de vivre une expérience. Donc quand on vit une expérience, souvent on le sait immédiatement, et ce que dit Dewey, c'est que on a envie de la susciter à nouveau, cette expérience, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui caractérise l'expérience pour Dewey ?
c'est son unité. Vous voyez, c'est un moment. Vous voyez, ah, quel bon moment. Vous voyez, ah, on a vraiment passé un moment fort agréable ensemble. Vous voyez, bon, eh bien, ça, vous avez vécu une expérience, c'est-à-dire que vous avez éprouvé finalement l'intégration des différentes phases temporelles qui forment une unité de sens. D'accord ? Finalement, chaque moment a son rôle dans la composition de l'expérience que vous avez vécue. Vous voyez ? Il dit par exemple, page 83, une expérience a une unité qui la désigne en propre. Ce repas-là, cette tempête-là, cette rupture-là d'une amitié, l'existence de cette unité est constituée par une seule caractéristique qui imprègne l'expérience entière en dépit de la variation des parties qui la constituent. D'accord ? Donc ce qui fait l'expérience, c'est son unité, et ce qui fait l'unité d'expérience, c'est son unité qualitative. D'accord ? Donc il va falloir qu'on s'intéresse un tout petit peu à ce que Dewey appelle par qualité de l'expérience. L'expérience des qualités, c'est par exemple l'expérience de la douceur d'une nuit d'été. D'accord ? On est en plein automne, c'est propice à la balade en forêt ou en montagne, on fait l'expérience de l'éclat automnal d'une balade en forêt, vous voyez. Donc la qualité pour Dewey, c'est ce qui vient donner son sens à l'expérience. Immédiate. Pour Dewey, c'est important de comprendre que la qualité, elle n'est pas dans l'esprit, elle n'est pas dans le sujet. La qualité, elle émerge vraiment de l'interaction entre l'organisme et son environnement. D'accord ? C'est une qualité qui émerge d'une interaction, c'est pas quelque chose qui est dans la tête, c'est pas quelque chose qui est dans notre esprit. D'accord ? Et donc pourquoi c'est un concept si important pour l'art comme expérience ? C'est parce que pour Dewey, en fait, que fait l'artiste ? Eh bien, il déploie les significations, le sens de cette qualité. D'accord ? C'est quoi faire œuvre d'artiste ? C'est chercher à déplier le sens, les significations, à les analyser aussi, des qualités auxquelles nous attribuons un prix, une valeur dans notre existence. D'accord ? Et donc, c'est particulièrement important puisque ça nous permet effectivement de rétablir la continuité entre l'art et la vie. D'accord ? L'art doit être reconnecté, doit être rebranché quelque part sur ce qu'il appelle la matière brute de l'expérience. Donc c'est le dernier texte que vous avez, qui est dans les premières pages de l'art comme expérience et que je trouve particulièrement frappant. Vous voyez, afin de comprendre l'esthétique dans ses formes accomplies et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière brute de l'expérience, dans les événements et les scènes qui captent l'attention auditive et visuelle de l'homme, suscitent son intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu'il observe et écoute, tels les spectacles qui fascinent les foules, ou les enfants, je pourrais ajouter, la voiture de pompier passant à toute allure, les machines creusant d'énormes trous dans la terre, la silhouette d'un homme aussi minuscule qu'une mouche, escaladant la flèche du clocher, les hommes perchés dans les airs sur des poutrelles, lançant et rattrapant des tiges de métal incandescent. Les sources de l'art dans l'expérience humaine seront connues de celui qui perçoit comment la grâce alerte du joueur de ballon gagne la foule des spectateurs, qui remarque le plaisir que ressent la ménagère en s'occupant de ses plantes, la concentration dont fait preuve son mari en entretenant le carré de gazon devant la maison, l'enthousiasme avec lequel l'homme assis près du feu tisonne le bois qui brûle dans l'âtre et regarde les flammes qui s'élancent et les morceaux de charbon qui se désagrègent. Ces gens, si on les interrogeait sur les raisons de leurs actions, fourniraient sans aucun doute une réponse fort raisonnable. L'homme qui tisonnait les morceaux de bois en flammes dirait alors qu'il faisait cela pour attiser le feu. Mais il reste néanmoins qu'il est fasciné par ce drame coloré du changement qui se joue sous ses yeux et qui y prend part en imagination. Il ne demeure pas indifférent à ce spectacle. D'accord ? Donc les qualités, c'est ce qui nous rattache directement
au réel, quoi, au monde. C'est ce par quoi le monde acquiert un sens pour nous. Nous sommes des créatures vivantes, certes, mais susceptibles d'être sensibles au sens. Et c'est quelque chose qui s'opère dès la perception pour Dewey. Il remarque d'ailleurs que c'est le même mot qu'on utilise pour désigner nos sens et le sens, la signification. Ce qui veut bien dire que pour l'être humain, c'est-à-dire que le sens émerge dès la perception elle-même. Voilà, on peut prendre l'exemple des premiers mots que prononce un enfant, qui ne sont pas des mots anodins dans son expérience. Le nom des parents, le nom du chocolat, prononcé aléatoirement, le tracteur qu'il voit porter la charrue sur le champ après les moissons. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que les qualités, c'est vraiment ce par quoi émerge un sens dans notre rapport au monde, et c'est la source, pour Dewey, de la démarche artistique. Et c'est ces premières qualités qui sont expérimentées de façon un peu aléatoire, comme par hasard, vous voyez, ah tiens, ça me plaît, ça me fascine, qui sont ensuite la source de notre travail. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on travaille quand on travaille librement, quand on n'y est pas forcément contraint? On travaille pour faire ressurgir ces qualités qu'on a pu expérimenter dans l'expérience immédiate. Donc, l'art est pour Dewey une pensée qualitative. L'artiste pense, et que fait l'artiste avec ses matériaux, avec sa matière, avec la matière qu'il façonne, qu'il assemble? Eh bien, il cherche à reconstruire le sens d'une situation, à reconstruire une expérience qualitative de façon à la partager avec un public. Voilà. Je reprends donc, peut-être pour conclure, parce que j'arrive à la fin quand même du temps qui m'est imparti, après il va falloir qu'on échange un petit peu. J'en reviens à l'œuvre de Nicolas Debanne, dont j'ai un petit peu parlé, qui s'appelle « Je ne reconnais pas la compétence de votre tribunal ». C'est une œuvre qui m'a été donnée l'occasion de voir lors d'une journée de formation à la Biennale de Lyon, et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur qui nous a donné un petit peu les intentions de son œuvre. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette œuvre? C'est d'abord l'ambition de faire œuvre d'historien, en exhumant de la mémoire collective un événement largement refoulé, le procès de militants et porteurs de valises du FLN algérien par un tribunal militaire en avril 61, qui s'est traduit par plusieurs condamnations à mort et qui s'est fait à côté de la prison de Montluc à Lyon, dans un petit tribunal militaire. Et donc, si on suit un petit peu Dewey, oui, ici l'artiste, il essaye quelque part, par son installation, donc il a recréé à l'échelle 1, dans les usines Fagor, ce tribunal en bois et en carton. Donc l'ambition de l'artiste, c'est quelque part d'arriver à déployer un petit peu la qualité émotionnelle de cette situation, son arbitraire, son caractère largement de justice d'exception, et de chercher quelque part à en communiquer le sens de façon concrète dans une installation à un public. Et je dois dire que bon, c'est simplement parce que j'ai eu la chance de voir l'artiste, de discuter avec lui. C'est vrai que le fait de déambuler dans cette salle d'audience en carton, il y a déjà l'idée, un tribunal en carton, le matériau se lie particulièrement bien à la signification que l'auteur veut donner à son œuvre.
Le fait de déambuler dans cette pièce, le fait de pouvoir être à la barre physiquement, comme l'étaient les accusés, eh bien, quelque part, moi-même, m'a permis de ressentir physiquement, émotionnellement, le caractère stupéfiant de cette justice militaire. Il y avait une phrase qui était écrite comme ça sur un des tableaux qui était peint à la poudre de fer qui disait, vous voyez, nous serons tous un jour des prisonniers politiques. Vous voyez. Et donc, quelque part, il n'y a pas simplement une œuvre d'archive historique, il y a aussi une démarche de déploiement d'une signification aujourd'hui. D'accord. Et donc, c'est vrai que moi, c'est une œuvre qui m'a marqué, et quelque part, vous voyez, tout le dispositif de cette œuvre, tout le dispositif matériel de cette œuvre, permet à l'artiste, non pas de faire passer un message dans son œuvre, mais de le faire vivre, de le faire expérimenter par un public, d'accord, dans la déambulation que le public peut faire au sein de cette œuvre. Voilà. Donc, pour essayer de donner un débouché un petit peu concret à cette intervention. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, peut-être qu'on y reviendra un petit peu dans la discussion, mais je m'arrête là. J'ai omis de mentionner, mais le titre de ma conférence, donc Saisir l'art à l'état vif, en fait c'est un hommage, une référence à ce livre de Richard Schusterman, L'art à l'état vif, qui est initialement paru en 1991 aux éditions de Minuit, et qui est vraiment un livre marquant dans non seulement la popularisation de l'esthétique pragmatiste, mais aussi plus généralement dans la prise de connaissance par le public français de l'œuvre de Dewey. Et c'est vraiment un livre très intéressant, très riche, assez original. Il y a notamment, en 1991, il y a notamment un chapitre, le chapitre 5, qui s'appelle L'art du rap, en 1991, donc sachant qu'aujourd'hui c'est quand même la musique la plus populaire, la plus écoutée, donc on a vraiment une tentative dans ce livre d'articuler la philosophie de l'art de Dewey à la revalorisation de ce que Schusterman appelle l'esthétique populaire, d'accord, et effectivement Dewey présente certaines ressources de ce point de vue-là, je pense. J'attends vos questions, des points qui n'auraient pas été très clairs, ou des développements, des implications pour aujourd'hui. Voilà. C'est moi qui pose la question. Merci. Merci, M. Revolt. Le micro à côté du siège. Parlez fort. Je n'y arrive pas. Est-ce qu'une œuvre doit forcément plaire? Est-ce qu'une œuvre doit forcément plaire? Est-ce qu'il faut forcément que le public réagisse face à l'œuvre pour qu'elle soit une œuvre? Alors, ce que dirait Dewey, en fait, ici, Serge, tu es déjà dans un dualisme acteur, sujet, récepteur, spectateur. En réalité, ce que dit Dewey, mais c'est pas seul à le dire, c'est que l'artiste est le premier spectateur de son œuvre.
D'accord ? Et donc, la création artistique, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience. C'est une expérience où s'articulent de façon étroite et intime des coups de pinceau, par exemple, et la perception de l'effet que font ces coups de pinceau sur l'œil de l'artiste. D'accord ? Donc, oui, quelque part, la création artistique, elle doit plaire au moins à une personne, c'est-à-dire à l'artiste qui crée. Non pas au sens où il dirait c'est beau, je le mettrais bien dans mon salon, mais au sens où il doit ajuster ses gestes les uns par rapport aux autres, de façon à exprimer ce qu'il a exprimé, l'émotion qu'il a exprimée par ses moyens propres, et par conséquent, en ce sens-là, oui, on peut dire que l'œuvre d'art doit plaire au moins à celui qui l'a créé, et puis je crois aussi, ça me semble quelque chose d'assez répandu, que l'artiste, lorsqu'il crée, il anticipe aussi les réactions de son public. Alors peut-être que dans certains arts, c'est pas forcément évident, mais dans les arts les plus consommés aujourd'hui, il y a évidemment une réflexion sur la réception de l'œuvre en fonction de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas. Voilà, et créer une chanson de rap, un morceau de rap, c'est sans cesse mettre les rimes, les mots au banc d'essai de l'oreille, exactement comme Flaubert pouvait gueuler dans un gueuloir ces phrases avant de les écrire pour percevoir l'effet que ça fait. Voilà. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a une articulation nécessaire entre le plaisir et l'agir, entre la réceptivité et l'activité. Moi, c'est plutôt sur votre présentation que je reviendrai. Vous présentez l'art selon Dewey. Oui. Ça me paraît un peu réducteur. Je m'attendais à quelque chose pour une première séance de cette université, à quelque chose de beaucoup plus général. D'autant plus que, alors j'ai compris a priori ma propre perception, c'est que on baigne quasiment, selon Dewey, l'art baigne en permanence autour de nous, dès lors qu'il aboutit à quelque chose de positif. Alors, c'est pas là ma question. Ma question, c'est s'appuyer sur quelqu'un qui a pensé ces choses-là au début du XXe siècle. Son livre, d'après votre référence, ce serait 1924, 34 ces jours-là. Depuis, la civilisation a fait des pas de géants. Je ne veux pas dire. Le monde de Dewey et le monde d'aujourd'hui, en 2022, sont totalement différents. Bien sûr. En conséquence de quoi, est-ce que c'est bien l'actualité d'aborder le sujet par ce prisme? Alors, je pense que oui. Alors, peut-être une des grandes différences entre le monde de Dewey et le nôtre, c'est peut-être la diffusion du design. Vous voyez, la prise en charge par l'industrie d'une réflexion esthétique, enfin, d'une réflexion qui peut nous apparaître comme étant d'ordre esthétique. Effectivement, le design est le symptôme d'une sorte de diffusion un petit peu de l'esthétique dans les objets du quotidien. Mais je crois que la critique de Dewey tomberait toujours et aurait toujours prise, puisque en fait, il y a des designers qui ne sont pas les ouvriers qui produisent les marchandises. C'est-à-dire que en fait, le design est lui-même un compartiment, malheureusement souvent assez étanche par rapport au monde du travail. Il y a une distinction, une division du travail sur ce plan-là. Et finalement, on ne peut pas dire que l'importance prise aujourd'hui par le design change considérablement
la portée des critiques que Dewey pouvait faire à ce monde, qui est encore largement le nôtre, par certains aspects. Mais si vous voyez des éléments éventuellement à soulever, qu'on pourrait analyser ensemble, je suis... Non, c'était simplement une remarque. Est-ce qu'on peut dire que l'art, le mot art, on peut lui donner des cotations du bon et du mauvais art? Alors, oui, pour Dewey, ce serait ça la bonne distinction. Il y a le bon et le mauvais art. Qu'est-ce que c'est que le bon art? C'est l'art qui est fait intelligemment. C'est une activité intelligente. Qu'est-ce que c'est qui est artistique? C'est une activité intelligente qui parvient à imbriquer étroitement les moyens et les fins. Comme je l'ai expliqué un petit peu dans l'explication du texte numéro 6. Voilà. Et oui, effectivement, Dewey aspire à substituer la distinction entre ce qui est artistique, ce qui est technique, la distinction qui lui semble mieux établie entre ce qui est du bon art et ce qui est du mauvais art, ce qui est fait avec intelligence et ce qui est fait moins intelligemment. Mais ce n'est que la vie, que son avis. Pour revenir à ce que disait monsieur, c'est son avis à lui. Et effectivement, il peut y en avoir d'autres, puis Évidemment, oui. évidemment, oui. Ce qui est intéressant après, c'est de Bien confronter sûr. les objections, de chercher Bien à, sûr. par la discussion, par le dialogue, de chercher à Connaissance. progresser ensemble vers des choses qui vous paraissent plus satisfaisantes si complexe. si éventuellement ça ne vous paraît pas satisfaisant. Oui. On dit l'artiste cherche à reconstruire une expérience qualitative pour la partager avec un public. Oui. Mais est-ce qu'on va vraiment la partager? Est-ce qu'on aura vécu la même expérience? Est-ce qu'on va la sentir, cette expérience? Est-ce qu'on va la comprendre? Alors, très bonne question, effectivement, oui. Très bonne question, effectivement, il n'y aura jamais une coïncidence parfaite entre la qualité de l'expérience qui est à l'origine de la création artistique et la perception du public, d'accord? Il n'y aura jamais une coïncidence parfaite et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est en fait lorsque l'œuvre d'art provoque en fait une perception esthétique, une réelle perception esthétique qui en fait est l'occasion pour le public de devenir, pourquoi pas, lui-même artiste, d'accord? Et bien souvent, les grands artistes, les grands écrivains sont eux-mêmes de grands lecteurs, hein, et ont une expérience intense par la lecture d'œuvres d'autres qu'eux. Et donc c'est la perception, la réception de l'œuvre d'art est une démarche artistique en fait aussi pour Dewey. Une lecture, une réelle lecture, c'est une lecture qui cherche quelque part à partir des éléments de l'œuvre de reconstituer une signification possible. La vôtre, mais elle ne sera pas tout à fait indifférente quand même à ce qu'a pu ressentir l'artiste. Il y a peut-être quand même, peut-être pas une coïncidence parfaite, mais il y a peut-être une résonance. Effectivement, chacun vient avec son expérience aussi, accumuler les significations qu'il a emmagasinées en lui à travers ses expériences d'enfant, d'adulte, et ne vivra pas exactement l'œuvre comme l'artiste lui-même l'a vécu. Et donc en fait, l'œuvre d'art est comme ça un carrefour d'expérience, un carrefour à expérience, une machine à expérience si vous voulez, qui nous permet aussi de nous sentir moins seuls quelque part, puisque ça nous permet effectivement de nous rappeler que l'humaine condition est partagée, qu'elle peut être exprimée d'une certaine manière. Mais effectivement, pour Dewey, la qualité qui fait l'objet d'un développement artistique, d'une pensée artistique, qui n'est pas forcément dissible par les mots, c'est une qualité qui
qui, oui, comme je le disais, qui n'est pas dissible. C'est une qualité, bien la texture de notre rapport au monde, les mots peuvent essayer de lui tourner autour, mais l'œuvre d'art, pour Dewey, a cette supériorité, pas absolue, mais relative, sur la pensée discursive, a cette capacité à nous faire vivre une expérience immédiate dans sa texture, dans sa couleur, dans sa dimension affective, que les mots peuvent essayer de dénoter, de désigner, que les mots peuvent renvoyer, mais auxquels les mots ne se substitueront pas. Est-ce que l'architecture n'est pas presque l'œuvre ultime? Pourquoi? Alors, est-ce que l'architecture ne serait pas au fond l'œuvre ultime? D'après ce que je comprends, elle n'est pas arrachée de son sol, comme un tableau. Elle est obligée d'être visitée. En tout cas, l'expérience est obligatoire. Tout le monde la vit et tout le monde a une perception. Et il n'y a pas de rang social qui ne permet pas de lire une œuvre. Oui, c'est intéressant. Alors, monsieur qui intervient se demande si finalement l'architecture ne serait pas un peu l'œuvre ultime au sens de Dewey, dans la mesure où elle occupe un site, qu'on ne peut pas la déplacer a priori, qu'elle suppose une circulation, que chacun peut y pénétrer. Pour l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas forcément le cas, mais etc. Oui, je pense que... Alors, je pense Dewey ne hiérarchise pas du tout comme ça les arts, mais effectivement, on pourrait dire que les œuvres architecturales, parce que tout simplement, souvent les bâtiments sont quand même créés pour remplir une fonction sociale. Effectivement, les œuvres architecturales se laissent moins facilement arracher comme ça à leur terrain de création, à leur terreau social qui les a vus naître. Donc effectivement, peut-être que l'architecture pourrait avoir une valeur un peu introductive dans notre rapport à l'art comme expérience, parce qu'effectivement, quand on pénètre dans un bâtiment, on en fait une expérience souvent plus aboutie que lorsqu'on passe pendant 7 secondes. Je crois que c'est la durée moyenne que prend un spectateur pour passer devant une œuvre d'art dans un musée, que quand on passe comme ça pendant 7 secondes devant un tableau, effectivement, ouais. Et justement, par rapport à cette théorie sur les musées qui enferment l'art, qui ne met pas à la disposition de tous, est-ce qu'actuellement il y a une prise de conscience du fait que ces musées-là enferment l'art et soient réservés à des formes d'édite? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des propositions faites? J'imagine. J'ai entendu des choses là-dessus. Oui, j'imagine. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion de faire une formation à la Biennale d'art contemporain et de Lyon, il y a une vraie réflexion sur la médiation culturelle, sur la façon dont on accueille un jeune public dans ces lieux-là. Donc effectivement, c'est des gens qui ont lu Dewey, qui réfléchissent à ça. Donc ils ont une réflexion élaborée à ce propos. Mais je crois qu'effectivement, il y a vraiment à travailler sur cette question de la médiation dans les musées. Après, je suis professeur de philosophie dans le secondaire, j'ai aucune responsabilité dans aucune institution. Mais après, j'ai pas un regard d'expert, si vous voulez, sur ce problème-là. Mais ce qui pourrait être intéressant, si on pouvait déployer un peu le fil de ce que dit l'art comme expérience sur la médiation culturelle, ce serait de chercher à faire vivre aux enfants qui visitent une galerie d'art, un musée, une biennale, de leur faire vivre une expérience, c'est-à-dire peut-être voir une seule œuvre ou 2, 3 œuvres, et puis à partir de ça, faire un atelier d'écriture, quelque chose, un atelier d'art plastique, c'est-à-dire que chercher à travailler l'incorporation en fait
l'incorporation de l'œuvre dans l'expérience des enfants, dans l'expérience des élèves, de façon à ce que l'œuvre résonne avec eux et à ce qu'elle puisse devenir un peu le support d'une expression artistique. Est-ce que ça existe dans le secondaire même? Est-ce qu'il y a une recherche différente, Oui. un éveil différent? Bah oui, enfin, effectivement, les collègues qui emmènent leurs élèves dans des biennales, dans des musées, ont la plupart du temps une réflexion pédagogique assez poussée sur la façon... ça se prépare, on vient avec des supports, des fiches, on pose des questions aux élèves, de façon à ce que les élèves enquêtent un petit peu sur... Dans tous les lycées, dans tous les milieux. Ah voilà, je suis pas capable de répondre. J'ai pas une vue... J'ai pas une vue omnisciente. Forme d'élitisme là-dedans. Parce que je pense que tous les lycées n'ont pas la même sensibilité. Certainement. Puis aujourd'hui, le simple fait d'organiser une sortie qui suppose de prendre un bus est problématique. Voilà. Monsieur? Moi, j'ai juste en fait une réflexion concernant le street art, puisqu'en fait, c'est une suite logique de ce que vous avez exposé ce soir. Et on voit cette émergence depuis une cinquantaine d'années avec peut-être les débuts Andy Warhol, mais maintenant beaucoup d'artistes qui s'expriment dans la rue et qui ont beaucoup de succès, puisque les œuvres qui sont parfois éphémères, coûtent parfois même maintenant, sont estimées à des millions d'euros. Et donc du coup, est-ce que c'est pas cet art-là qui est une suite logique de ce que vous avez exposé ce soir? Ah oui, je pense qu'effectivement, le street art, c'est un art qui cherche à s'ancrer dans un lieu, dans une histoire. Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, dans l'optique de Dewey, l'art qui est dans les musées n'est pas bon à acheter à la poubelle. Hein. Dans l'optique de Dewey, il s'agit en fait, oui, on en fait, Richard Schusterman en fait un penseur de l'art populaire, mais les références de Dewey sont assez classiques. Il est lui-même un grand admirateur des grandes œuvres classiques. Et ce dont il se désole, c'est qu'il n'y ait plus expérience de ces œuvres, c'est que ces œuvres ne fassent plus expérience, soient simplement sujets à dîner mondain, quoi. Vous voyez, et voilà, donc, oui, le street art est un art éminemment intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi j'avais beaucoup apprécié, qui s'appelle Visage Village, de Agnès Varda, un des derniers films d'Agnès Varda avec un street artiste qui s'appelle JR. Et c'est vraiment un film moi, que j'avais beaucoup ému, que j'avais beaucoup apprécié, puisque Agnès Varda et JR voilà, se baladent comme ça en France, dans des lieux dans des usines notamment, dans des lieux de production, dans le bassin minier du Nord. Et JR fait des photographies des gens qu'il croise dans ces lieux, avec qui il discute, et fait des agrandissements géants en collant ces photographies sur des murs, etc. Et ça crée tout de suite une émulation dans le quartier, ça crée tout de suite un sentiment d'appartenance très fort des gens qui ont assisté à cela. Et c'est un film que je trouve assez douéien aussi. Ce point de vue. Puis du coup, l'art dans la rue, engendre la polémique, et c'est ça qui fait avancer les choses aussi. Oui, alors, j'ai pas eu le temps de le dire, c'était un peu un des derniers points. C'est-à-dire que pour Dewey, il y a une dimension politique de l'art. Alors, non pas en ce que l'art devrait inculquer une pensée correcte, ou moraliser le public. Il y a une portée critique, de critique politique inhérente à tout art, car l'art, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience pure. C'est une expérience qui est réellement une expérience. C'est une expérience dans laquelle tous les moments, toutes les parties, tous les ingrédients concourent à l'harmonie de l'ensemble. D'accord? Et donc, en ce sens, l'art manifeste ce que nous ratons dans nos expériences ordinaires. D'accord? Donc en fait, l'art nous permet d'exhiber des possibles
à côté desquels nous passons, parce que nous sommes trop affairés, parce que nous manquons d'énergie. Et donc en fait, l'art a une portée critique vis-à-vis de la vie ordinaire, dans la mesure où il exauce un petit peu les possibilités trop vite refermées de notre vie. Vous voyez, comme quand vous lisez un livre et que l'analyse d'une émotion d'un des personnages, quelque part, vous confronte à une émotion que vous avez pu vivre vous-même par le passé, mais que vous n'avez pas forcément pris le temps d'analyser, et que vous avez une sorte d'effet un peu de révélation à vous-même par l'intermédiaire d'une description littéraire. Oui. Je partage, enfin, pour ma part, ce que tu viens de dire va tout à fait en tant que lecteur, je reconnais tout à fait ce que tu dis. Mais si on essaye, pour la discussion, pour le plaisir des discussions et d'échanges, de pousser un peu le paradoxe, on peut dire, est-ce qu'il y a forcément une expérience de l'art? Il y a des œuvres dont on ne fait pas l'expérience. Dans une biennale, une des premières biennales, il y a eu, je crois, dans le jardin du musée de Lyon, un globe de bronze qui représente la Terre, qui est enfoui dans le jardin. On ne le voit pas, on n'en fait pas l'expérience. Ceux qui ont les photos, ceux qui ont vu cette biennale ont souvenir, mais les autres ne la voient pas. Et puis il y a des œuvres qui sont censées, enfin, qui ont été voulues pour ne pas faire une expérience, enfin, des ready-made, quoi, du champ. C'est-à-dire l'objet quelconque, technique, qu'on met là, mais dont on ne fait pas une expérience, et il le dit lui-même, quoi. Même l'indifférence, c'est déjà trop. Ouais. Alors, bon, déjà, Dewey distingue produit de l'art et œuvre d'art. D'accord ? Et donc, pour lui, c'est pas parce qu'il y a des produits de l'art qu'il y a forcément une œuvre d'art. Pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut qu'il y ait expérience. Alors, il faut que ça fasse quelque chose. Hein. Il faut que la chose qui a été créée agisse sur quelqu'un. Et là encore, minimalement sur celui qui l'a créé, sur l'expérience de celui qui l'a créé. Après, donc oui, pour parler d'œuvre d'art au sens de oui, il faut qu'il y ait expérience. Ça, c'est la base de son analyse. Après, sur les ready-made de Duchamp, il me semble, alors peut-être qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait expérience, mais une interprétation possible du ready-made, c'est l'idée que, voilà, peut-être que à partir de maintenant, n'importe quel matériau peut être pris comme matériel artistique. Et que peut-être que n'importe qui peut aujourd'hui prétendre à une démarche artistique. Alors, être admiré pour ce qu'il a fait, pas forcément, hein, évidemment, mais je crois qu'il y a une résonance avec ce que dit Dewey sur l'idée que démocratiser l'art, c'est aussi rendre possible que l'art entre en résonance avec des matériaux du quotidien, des matériaux prosaïques. Moi, ça me fait penser, alors ça va peut-être vous faire hurler, mais ça me fait penser à la photographie aujourd'hui, à la photographie qui est partout, tout le temps. Les élèves, mes élèves que j'analyse en ethnologue un petit peu parfois, voilà, dès qu'ils vivent quelque chose qui semble à leurs yeux avoir du sens, eh bien, se prennent en photo, se prennent collectivement en photo, ensuite travaillent la photographie qu'ils ont prise avec des outils dans leurs applications, de façon à styliser ce qu'ils ont vécu, à en accentuer certains traits, de façon à produire un effet humoristique, etc. Vous voyez, en fait, ça, ce serait... Alors, il ne s'agit pas de tomber dans une sorte d'éloge BA d'Instagram, en étant complètement aveugle aux effets dangereux que peut avoir cette plateforme, en termes de standardisation aussi des goûts, des pratiques. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus regarder ça avec trop de mépris non plus. C'est-à-dire que cette capacité que chacun a aujourd'hui de se prendre en photo, de prendre en photo
ce qui a du sens pour lui, de retravailler la photo, de la partager. Bon, ben c'est peut-être alors c'est peut-être très perfectible, c'est peut-être très très perfectible, et le rôle économique des plateformes numériques qui font de l'argent avec ça est bien sûr délétère, mais peut-être qu'il n'y a pas tout acheté non plus. C'est-à-dire que cette diffusion comme ça d'une pratique qui peut commencer à être de l'art, qui peut commencer à être artistique, n'est pas non plus inintéressante. Mais le côté positif là, c'est que énormément de gens, justement, peuvent la pratiquer. Et c'est intéressant quand même. Oui, et accèdent à ça très facilement. Voilà, et puis il n'y a plus de sujet qui serait intrinsèquement artistique. Tout peut être de l'art, le copain qui marque un but, la copine qui s'est habillée de façon un peu plus excentrique que d'habitude, un peu plus recherchée que d'habitude. Vous voyez, il y a aussi une question aussi voilà, de lutte dans ce qu'on reconnaît comme étant de l'art légitime, quoi, qui recoupe aussi des questions sociologiques. Monsieur. Je souhaiterais évoquer une expérience que je n'ai pas vécue, mais que j'ai vue dans la Hongrie communiste, qui a maintenant disparu. Au bord du Danube, ils ont construit une aciérie qui s'est appelée Ville Staline, culte de la personnalité. Et les jeunes artistes, les étudiants, dans la Syrie, ont fabriqué une quinzaine de statues où les ouvriers étaient chargés de fournir le matériel, de le façonner en fonction de ce que les jeunes artistes demandaient. Et je crois qu'il y avait une quinzaine de statues installées dans différents carrefours, parce que c'est autour d'une ville, c'est une ville qui s'est constituée autour de la Syrie. Et ça, c'est une expérience, je pense, exceptionnelle, où aussi bien les artistes, les ouvriers fabriquaient les œuvres ensemble et ont pu les admirer jusqu'à l'effondrement du système, mais ils vivaient dans la ville avec les œuvres qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. Donc ça correspondrait un petit peu à ce que vous avez dit. Mais bon, voilà, Dewey, j'en ai pas parlé parce que voilà, il fallait que je passe un petit peu, mais Dewey fait appel à du matériel anthropologique, à l'anthropologie voilà, commençante auquel il a accès, et il remarque que dans les civilisations qu'on appelait encore à l'époque primitives, voire même sauvages, bon, voilà, maintenant c'est avec des pincettes évidemment, avec des guillemets, eh bien, l'ornement, les parures, Dewey parle des populations autochtones américaines qui précédaient finalement les villes américaines il n'y a pas si longtemps, où finalement la parure, l'ornementation, l'esthétique des objets du quotidien était extrêmement foisonnante, importante, et ornait comme ça l'existence quotidienne de ces peuples. Et effectivement, le contraste avec la vie d'une cité industrielle américaine au XXe siècle est assez frappant. Je peux retrouver la citation sur laquelle je suis passé. Vous voyez, c'est page 35 du bouquin. Il n'est pas nécessaire de voyager jusqu'au bout du monde ni de revenir des milliers d'années en arrière pour trouver des peuples pour lesquels tout ce qui exacerbe le sentiment de vie dans l'instant présent est un objet d'admiration intense. La scarification du corps, le port de plumes, de robes bigarrées, d'ornements brillants d'or et d'argent, de pierres d'émeraude et de jade, former le contenu des arts esthétiques, et ce, probablement, sans la vulgarité de cet exhibitionnisme de classe qui accompagne aujourd'hui des manifestations analogues. Donc, effectivement, l'être humain a une tendance
à exacerber le sentiment de la vie. C'est-à-dire que l'être humain, pour Dewey, ne s'adapte pas passivement à son environnement, il a aussi cette tendance à le façonner, à le transformer, et aussi à en chercher le sens, à en chercher à en exacerber le sens et à le partager. Pour lui, l'art est interprété dans cette perspective. Dernière question. Ça va être là. Merci à vous. Merci beaucoup.